C'est un débat, un truc. Mais Disons que sur l'organisation de campagne électorale, sur des... à partir du moment où ton métier, c'est de faire en sorte qu'un candidat gagne, parce que c'est ça, dans ce cas-là, ce que tu veux faire, ça veut dire que tu ne peux pas dire que ton sujet, c'est l'intérêt du citoyen, ton sujet, c'est l'intérêt du candidat. Le temps passé sur Internet, il y a 3% qui est consacré à l'information. Le reste, c'est du divertissement, des jeux, etc. Des vidéos sympas. Hein. Autant que le porno. Autant que le porno. Ouais. Autant que le porno. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde pour le crayon. Je suis avec Valran, Salut à tous. qui est donc mon acolyte du crayon, mais nous avons deux invités à la table. Jacques Transo, Bonjour. de Médiacité, qui est un journal en ligne d'investigation locale, et Axel Daucher, Bonjour. fondateur d'une entreprise Make.org, une entreprise civic tech, qui organise notamment des consultations et des pétitions citoyennes en ligne. Peut-être pour commencer, un premier constat qui vous a poussé à vous lancer dans une nouvelle expérience démocratique, puisqu'aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais parler, dont nous aimerions parler. Comment réinventer la démocratie sur la question de la décentralisation et du local, sur la question des données, de la fracture numérique, sur la question De la démocratie représentative. de la démocratie représentative, élective ou pas, sur la question des médias, de l'investigation et de la participation citoyenne. On va essayer de brasser tous ces thèmes-là, même s'il y a forcément beaucoup de choses à dire. Donc peut-être, Jacques, quel est ce qui t'a poussé, toi, à vouloir innover pour la démocratie ? Bon, c'est un vaste sujet, hein. On n'a pas énormément de temps, donc on va essayer de faire pédago. Avant de réinventer la démocratie, moi, ce qu'on a essayé de faire avec Médiacité, c'est de réinventer le journalisme. Parce que le journalisme est mal en point. Et donc, le noyau dur des créateurs de Médiacité, c'est les anciens de l'Express. Il y a eu un changement d'actionnaire, on s'est lancé. Et on s'est lancé sur l'idée qu'il faut développer du bon journalisme. Et pour moi, le bon journalisme, c'est du journalisme qui révèle, c'est-à-dire qui enquête, qui dévoile, donc du scoop. D'où notre positionnement investigation locale. Voilà. Et on a une approche ville par ville. On s'est lancé à Lille, puis maintenant on est présent également à Lyon, à Toulouse et à Nantes. Voilà. Et donc c'est du journalisme sérieux, payant. Et c'est du journalisme engagé. C'est du journalisme engagé, non pas militant, non pas d'opinion, mais engagé, et engagé notamment pour une démocratie. Et notamment une démocratie locale qui tienne la route. Parce que le constat, vous le connaissez, c'est que la démocratie, elle est super mal en point. Et la démocratie, c'est notre joyau. Normalement, c'est notre joyau. J'ai envie de dire, ça devrait être notre fiancé. Et il faudrait en prendre soin comme si c'était notre fiancé. Le mot est galvaudé, fiancé, on n'en parle plus. Mais moi, j'aime bien le terme, parce qu'il veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une belle promesse, la démocratie. Et donc, il faut travailler pour qu'elle se porte mieux, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre société. Elle est mal en point, donc on y travaille. On fait de l'enquête, parce que la base, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyens éclairés. Hein. Donc la formation, ça fait partie de la démocratie, la bonne information, le pluralisme des idées. Et puis on va un peu plus loin, parce qu'on a constaté, nous, acteurs de terrain, journalistes de terrain, que ça dysfonctionne en local. Et d'où un manifeste qu'on a lancé juste avant les élections municipales de l'année dernière, un manifeste pour une démocratie réelle. Il y a 25 mesures, c'est très concret. Je ne vais pas toutes les énumérer, je répondrai aux questions si vous voulez. Et on a même été plus loin, on a travaillé pour proposer des règles qui sont transposables en droit. Donc on a un corpus d'idées, on pourra en parler, référendum local, tirage au sort, etc. Hein, ça fait partie du sujet d'aujourd'hui. Donc vous pouvez le lire, c'est en accès libre pour le coup, et ça va au moins vous faire réagir. Donc allez voir mediacité.fr, tapez en moteur de recherche manifeste ou livre blanc et vous allez comprendre. Voilà. Donc on a d'un côté effectivement un besoin d'information des citoyens, et puis une fois qu'on a des citoyens éclairés, on a aussi peut-être une volonté d'expression. C'est, je crois, ce que Make.org s'attache à faire. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus Déjà, on a la même fiancée, donc je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais La c'est déjà un démocratie. bon début, la démocratie. Je partage. Voilà, d'accord. Et moi, le point de départ de Make.org, c'était un constat assez pessimiste sur la démocratie. Hein. Un constat de ce que j'appellerais une double défaillance qui est dramatique, surtout si on est fiancé à la démocratie, qui est d'une part une défaillance à agir sur le réel des gens. Aujourd'hui,
il y a une déconnexion entre le bulletin de vote et l'impact sur son environnement. Combien de fois on commence maintenant à entendre en Chine, ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, hein, parce qu'au moins, ils ne se fatiguent pas avec tout ça, et quand ils décident... Ça... Donc, il y a une critique performative de la démocratie dans le monde actuel. Et une deuxième qui me paraît moi, encore plus dangereuse, qui est la démocratie est devenue de plus en plus inopérante pour réconcilier les gens. Les phases électorales aboutissent à des pays fracturés. Alors évidemment, le Brexit est clair, les États-Unis sont clairs, mais partout. Au lieu d'être un facteur de cohésion sociale, hein, peut-être temporaire, la période de grâce, où on se dit, bon, bah, ok, on a voté, maintenant on y va tous, on se retrouve avec des élus qui, quelques mois après avoir été élus, finalement se fracassent à des oppositions et ne peuvent plus agir. Et donc c'est un cercle pervers, hein, parce que l'inefficacité nourrit la crise de confiance et la segmentation, et puis cette fragmentation nourrit l'inefficacité. Donc Make.org, en fait, nous on a été créé à 5 ans maintenant, et sur le sujet de comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Et nous, l'angle qu'on a pris, parmi plein d'autres, hein, mais le nôtre, c'est de dire, alors tout d'abord, on ne croit pas à une sorte de démocratie alternative qui d'un seul coup susciterait une telle adhésion qu'elle permettrait une mutation du système. On croit à l'urgence de construire les conditions de la réactivation démocratique. Mais exactement ce que tu fais sur la partie médiatique, nous on l'a pris d'un autre point qui est de dire, pour faire ça, on s'est inspiré notamment de Rosa Vallon et d'Edgar Morin, il faut reconstruire le lien entre l'action individuelle et le collectif. Et donc chez Make.org, on a créé plein d'outils, des grandes consultations, des grandes concertations, on fait des états généraux, des grands débats, on fait plein de sujets dans 2 axes, soit démocratie participative, c'est-à-dire comment, pendant l'espace d'un mandat et pas simplement à l'élection, on va permettre à 20% d'une ville d'effectuer ce qu'on appelle la conduite participative de l'action publique, pour la rendre possible, sans doute meilleure, mais pour vraiment la rendre possible. Et la deuxième action, c'est créer aussi des outils qui permettent à des gens individuels de s'engager dans des causes, dans une sorte d'action directe, il y a l'action publique et l'action civile, je dirais, et de coordonner la société civile pour avoir un impact décisif, et dans les 2 cas, recréer un lien de faculté d'agir. Et ce lien de faculté d'agir, il crée une responsabilité qui, pour nous, est le socle nécessaire sur lequel on peut envisager une démocratie durable. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir, parce que vous avez tous les deux le même constat sur une forme d'impuissance en fait, qu'on peut tous ressentir à agir sur notre démocratie. Est-ce que la faute n'est imputable qu'à ceux qui nous gouvernent ou à ceux qui sont les élites, comme on critique souvent, ou est-ce qu'on peut aussi mettre la faute sur chacun d'entre nous individuellement, à force aussi peut-être de chacun ne pas y croire, peut-être qu'on a de nous-mêmes, on s'est même nous-mêmes éloigné de notre fiancé, si on peut parler ainsi. Moi, je ne cherche pas les coupables, hein, je cherche des solutions. Et donc, les responsabilités sont partagées. Quand vous avez du pouvoir, vous avez des responsabilités énormes, vous devez régler énormément de problèmes, c'est complexe, vous n'avez pas de répondant, au bout d'un moment vous dites ah, moi je fais beaucoup d'efforts, j'y passe toutes mes soirées et puis en fait j'ai pas de répondant. Hein. Donc les politiques, ils sont fâchés contre une partie de leurs concitoyens, ils le diront jamais, mais ils sont fâchés. Et les concitoyens, donc le peuple, dit mais moi j'y comprends rien, de toute façon ils font que ce qu'ils veulent, ils abusent de leur pouvoir, etc. Donc chacun se renvoie la balle. Donc moi ça m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse c'est des solutions. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que Axel vient de dire, et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs comme slogan de Make.org, c'est la démocratie, c'est aussi l'art du consensus populaire. Et donc il y a tout un processus. En fait, la démocratie, c'est un mouvement. C'est un mouvement où chacun doit participer. Et pour moi, la meilleure illustration de ce que doit être la démocratie, c'est la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que la Convention citoyenne pour le climat, il ne faut pas la juger à l'aune de ses résultats, puisque évidemment toutes les préconisations ne sont pas reprises par Macron, mais il faut la juger comme une méthode. Et la méthode, on n'a jamais été aussi loin pour essayer de construire un consensus. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça a pris, ils ont fait je crois 8 ou 9 week-ends complets. Je rappelle juste que c'est la Convention citoyenne pour le climat. On a, je crois, plusieurs 150 citoyens effectivement qui ont été réunis pendant plusieurs sessions étalées sur plusieurs mois, tirés au sort
dans la population avec des critères de représentativité qui sont fidèles à la société française, donc en termes d'égalité homme-femme, de couche sociale, d'origine géographique, etc. Donc une expérience démocratique effectivement poussée, qui est issue du grand débat citoyen qui avait lui-même été provoqué par le gouvernement après la crise des Gilets jaunes. Avec les Verts de France, notamment. Voilà, et c'est donc une convention qui a abouti en 149 propositions, je crois, dont 146 devaient être reprises par le gouvernement pour être inscrites, transformées prendre force de loi. Et donc le but, c'était de trouver des mesures pour baisser l'empreinte carbone de la France à échéance 2030, je pense, de 50%. Il y avait un thème, celui qu'on vient de mentionner, mais la méthode est intéressante, parce que la méthode peut se dupliquer. Et ce que je veux dire, c'est que la démocratie, c'est du temps, c'est du travail, donc tout le monde doit être en mouvement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens tirés au sort, ils ont été investis d'un pouvoir, d'une mission, et ils l'ont prise à cœur. C'est un peu comme pour les jurés d'assises. Quand vous êtes tiré au sort pour participer à un procès d'assises, quelque part, le devenir d'un individu dépend de vous, de votre choix. Vous pouvez le mettre en prison pour l'éternité, vous pouvez le mettre en prison pour quelques années, vous pouvez le disculper. Et les gens qui ont connu cette expérience en sortent différents. Les conventionnels de la Convention citoyenne pour le climat en sortent différents. D'ailleurs, ils veulent poursuivre. Ils sont créés en association. Ils râlent parce qu'ils ne sont pas contents que le gouvernement n'ait pas suivi l'ensemble de leurs préconisations. Ils l'ont noté sèchement, 3 sur 10. Mais ce que ça veut dire, c'est que la démocratie, c'est le pari sur l'intelligence et le travail des gens. Et donc, on ne peut pas se contenter d'être dans une situation d'éviction, où les gens disent « c'est trop compliqué, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, je veux faire autre chose de ma vie ». Voilà. Et ça, c'est pas possible, parce que c'est dangereux, parce que c'est un travail, ça sape la démocratie. Donc je ne cherche pas les coupables, je veux que des solutions, et la solution passe par la mise en mouvement et l'information. Mais je comprends complètement le fait que les personnes qui soient dans cette convention pour le climat soient totalement impliquées, parce qu'ils se sentent investis d'une mission comme les jurys d'assises. Comment faire pour ceux qui ne sont pas tirés au sort dans cette convention pour le climat puissent eux aussi s'impliquer dans la démocratie? Tu me passes une perche magnifique, parce que je trouve que, autant je trouve remarquable la Convention citoyenne dans sa capacité à avoir produit une approche différente des sujets. En revanche, je trouve naïf le fait de croire que ça a créé une légitimité sur ce qui en sort. En l'occurrence, tout à l'heure, quand on a passé de la Convention citoyenne, tu as été obligé de dire ce que c'était. Parce qu'en fait, la Convention citoyenne, on sort de quelques arrondissements à Paris et de quelques milieux militants. En fait, c'est un machin. Et c'est pas parce que si on n'est pas d'accord avec ce qui sort de la Convention citoyenne, on ne va pas se dire oui, mais il y a eu 150 personnes tirées au sort qui ont décidé, donc forcément ça doit être bien. On ne se dit pas ça, on dit on n'est pas d'accord. Donc je pense que ce qui doit être changé dans les conventions à venir, parce qu'il y en a de plus en plus, c'est on ne peut pas considérer que 150 personnes ça suffit. Même quand c'est représentatif Même quand c'est représentatif. Et ça ne crée pas une légitimité sous prétexte qu'ils ont été tirés au sort. 150 personnes, ce n'est pas une nation. Mais on ne peut pas réunir toute une nation non, à une table. Mais en revanche, nous, quand on fait des conventions, parce qu'on en fait, on l'ouvre sur des millions de personnes, millions, je dis bien millions de personnes, de façon donc je parle à l'échelle nationale, de façon à déterminer les agendas sur lesquels les conventions vont travailler. On permet pendant le travail des conventionnaires de faire intervenir, nourrir, augmenter par tous ceux qui veulent et pas simplement les 150 tirés au sort. Et là, ce qui est important, c'est que ça va peut-être un peu changer le résultat, mais ça va changer l'appropriation du processus. En fait, la Convention citoyenne, pour moi, est un très bon processus, mais en revanche, telle qu'elle a été faite sur la Convention pour le climat, elle n'a pas créé d'appropriation. C'est juste un machin de plus. Et je pense que c'est ça, ce truc qu'il faut trouver, parce que ça a deux importances. Hein. La première, c'est que cette appropriation, elle est un peu comme une prophétie autoréalisatrice. S'il y a, sur un sujet comme la Convention citoyenne pour le climat, s'il y avait 700 000 personnes qui avaient participé, il y a eu un mouvement autoporté, il se serait passé quelque chose de beaucoup au-delà des 700 000 personnes, physiquement. Il y aurait eu des débats dans les familles, beaucoup plus, etc. Et deuxièmement, à la fin,
le poids de ce qui est sorti aurait une nature complètement différente. Parce que là, on aurait pu dire, on aurait pu évoquer que la légitimité, ce n'est pas 150 personnes bien formées qui ont réagi, mais c'est un mouvement. Et voilà, je pense que c'est ça la connexion. Et je vais te laisser répondre, mais j'aimerais bien aussi de revenir sur les causes du problème. Non, mais juste une incise. Je suis d'accord, mais néanmoins, il faut comprendre pourquoi on en est venu là. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on considère que la solution, c'est du tirage au sort. C'est un peu, si vous voulez, comme les quotas pour lutter contre la discrimination ou pour qu'il y ait une parité homme-femme. C'est-à-dire que c'est un outil artificiel qui montre en creux qu'il faut changer parce que la représentativité n'y est pas. Donc du coup, on utilise le tirage au sort, c'est très bien, le tirage au sort, parce que c'est très fort en ce sens qu'on dit mais ça concerne tout le monde, donc ça peut concerner toi. Et donc c'est très fort, tout le monde, puisqu'on est tous au même rang. Un homme égale un homme, une femme égale une femme, enfin bref, vous avez compris en démocratie. Donc on utilise le tirage au sort, quelque part le symbole est très fort. Maintenant, je suis d'accord, la représentativité de la Convention citoyenne est faiblarde, parce que 150, évidemment, ça doit s'embrayer avec la démocratie représentative. Et là, le lien, il s'est mal fait. Il y a eu des frictions. Les députés se sont sentis dépossédés, parce qu'ils disent « mais moi, ok, j'ai fait campagne, j'ai été élu par quelques milliers de personnes, et puis un gars va me dire ce qu'il faut faire parce qu'il a été tiré au sort ». Donc vous comprenez bien le choc de légitimité. Parce que c'est la première fois aussi. Bien sûr. Donc le côté charnière doit se travailler. Néanmoins, je trouve que c'est extrêmement puissant, cette Convention citoyenne, et ce n'est pas pour rien qu'on la duplique, notamment au niveau local, et que ça vient nourrir la démocratie. Axel, sur les causes, tu voulais intervenir et après j'aimerais rebondir aussi. Alors, sur les causes, pour moi, ça n'a rien à voir avec ceux qui exercent le pouvoir, ni même l'état des citoyens aujourd'hui. Dans toutes les démocraties, c'est pareil. Donc il y a des sous-jacents qui sont des sous-jacents structurels, qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui conduisent à ce grippage de la démocratie. On peut en lister, je vais juste en citer, pour moi, celui qui est le plus fondamental, c'est un changement de géographie sociale de nos sociétés. On a tendance à... Tout ça, c'est dans la lignée de l'archipel français, etc. On a tendance à imaginer que la société, elle est plus ou moins fragmentée, mais qu'une fragmentation de la société, c'est des petits groupes. Alors oui, à ce point de vue, elle est hyper fragmentée, alors qu'avant, elle était dans des groupes un peu cohérents. Mais je pense qu'on a raté un événement beaucoup plus important. C'est qu'avant, on avait des groupes qui avaient une certaine homogénéité. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une société que les sociologues appellent pluriverselle, où chacun a son mix identitaire, un peu comme des champs de Bourdieu, où le matin, on est riche, l'après-midi, on est noir, le lendemain, on est... chômeur à 100 km de son lieu de travail. On est traversé par des communautés d'émotions, des communautés d'épreuves, et que ce qui caractérise notre identité, c'est ce mélange-là. Et donc on n'a plus une sorte de marqueur prioritaire qui est l'appartenance à une nation, par exemple. On a plein de communautés auxquelles on participe à l'occasion de différents moments de notre vie. Si on croit à cette théorie-là, que j'ai vue extrêmement précisément quand je dirigeais 10 heures, parce que j'ai vu évoluer la nature des playlists, et j'ai vu à quel point les playlists ont changé de pattern, sont passés de partitions avec des groupes à finalement un choix identitaire individuel d'aller mélanger tous ces groupes-là. Donc on est vraiment ça dans cette société pluriverselle. Il y a un conflit inhérent entre cette géographie-là et une démocratie à base géographique. Oui, donc en fait, les grandes transcendances, qu'elles soient religieuses, nationales ou même de classe sociale, ont été balayées par les petites identités de chacun, en fait. Non, la religion est un des champs. Il y a plein de champs, mais en revanche, il y a plus un marqueur prépondérant qui permet de dire, bah voilà, ça, c'est ce groupe A, et ce qui les détermine, c'est de façon prépondérante ce critère-là. En fait, non, on est tous traversés par des critères et on change de groupe tous les matins. Mais c'était quoi avant ? Avant, il y avait, alors avant la globalisation, on avait un marqueur territorial qui était prépondérant et puis il était colorié par d'autres petits marqueurs. Il y a eu cette vague depuis à peu près 60 ans
de globalisation où finalement le marqueur territorial s'est matiné un petit peu. Que Jacques essaye de rétablir en partie, du coup. Mais exactement. Et on allait vers une sorte de tendance d'uniformisation. On a été loin, mais une tendance là-dessus. Et il y a 15 ans, la mécanique de différenciation élitaire s'est remise en place, mais pas comme un retour en arrière sur le territoire, comme une fragmentation en plein de champs, comme je viens de l'évoquer. Et donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce que ça produit? C'est pour moi le fait majeur. Hein. Ça produit une tension entre, voilà, on est sur un territoire donné, on est tous confrontés à trouver un consentement à la société, un consentement à la décision collective, tous ensemble. Mais la réalité, c'est que la part de là où je suis ne crée pas suffisamment de socle pour que ça soit prégnant. Et donc, ça dépasse largement les dirigeants, leurs politiques, les citoyens qui comprennent, etc. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le niveau de dépendance, d'interdépendance des pays entre eux, il y a la disparition des corps intermédiaires, il y a plein d'autres, mais pour moi, c'est le principal. Ça me frappe aussi le fait que cette nucléarisation peut-être de la société, elle est aussi induite par des citoyens qui ne se sentent pas représentés et donc se regroupent sur ceux qui leur ressemblent le plus. Donc en fait, ça accentue le phénomène les bulles créent des canyons là où il y avait des ruisseaux. Donc, voilà. Sur la représentativité, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Convention citoyenne pour le climat, tu évoquais le fait qu'il faille faire réémerger des propositions de beaucoup plus de Français, impliquer beaucoup plus tout le monde. Ouais. Il y a cependant un problème qui est en France aujourd'hui croissant, c'est la fracture numérique. On a 18 millions de Français qui sont mal à l'aise avec le numérique. Il y a de nombreux territoires, plus de 2000 communes, je crois, qui sont encore au réseau 2G, c'est-à-dire avant la 3G, un réseau Internet qui est très mauvais. Il y a 200 villages qui sont même pas équipés de réseau téléphonique. Est-ce que cette fracture-là, elle n'est pas au final un immense problème, notamment pour les personnes âgées, par exemple, qui fait que c'est bien d'avoir des outils numériques en ligne pour s'informer ou pour participer, mais qui au final excluent quand même beaucoup des citoyens. Moi, je vois deux enjeux là. Il y a un enjeu d'équipement, donc en gros d'inégalité d'accès à l'outil numérique, puisque maintenant il est indispensable. Donc c'est absolument incroyable qu'il y ait encore des zones blanches. Donc normalement, il y a un cahier des charges qui est imposé aux opérateurs pour couvrir l'ensemble du territoire, etc., etc. On voit que c'est encore très inégal. Et puis le deuxième aspect, c'est l'organisation du débat public qui se fait de plus en plus sur la toile, sur le numérique, et qui, pour moi, est privatisé. Parce que quels sont les grands opérateurs du débat public? Le débat public qui sous-tend la démocratie, ce sont des acteurs privés. Et moi, j'ai été profondément choqué, je vais peut-être vous choquer aussi, mais par la censure de Trump. La censure de Trump, à qui on coupe le compte Twitter, parce qu'il disait des conneries, quelque part, c'est absolument incroyable qu'un président légitime, puisque élu par le peuple américain, il dit des conneries, il a le droit de les dire, et après il peut être condamné s'il pousse au crime, en quelque sorte, s'il pousse à envahir le Capitole. Mais que ce soit quelqu'un chez Twitter qui décide, on va couper son compte, mais qui décide? Et qui coupe le débat? Donc c'est totalement incroyable. Et donc on crée ces fameuses bulles de filtre, on crée en fait une atomisation croissante de la société, et on s'empoisonne petit à petit. C'est-à-dire que chacun vise dans des mondes parallèles. Et ça, c'est totalement insupportable. Il n'y a rien de mieux que ce genre de débat, ou de rencontrer des gens, on ne peut plus en ce moment. Mais c'est ça la démocratie, c'est croiser les points de vue. C'est le philosophe Alain qui disait, vous réunissez 10 personnes qui pensent la même chose, dans une salle, il n'y a plus personne qui pense. Donc il faut croiser les points de vue. Si vous pensez la même chose parce que vous avez le même type d'information qui vient corroborer ce que vous pensez déjà, parce que vous avez déjà consulté des sites qui vous divulguaient ce à quoi vous croyez, quelque part, ça ne va plus, quoi. Il n'y a plus de croisement, donc il n'y a plus de démocratie. Donc pour moi, au-delà de l'équipement, c'est vraiment l'organisation du débat public qui dysfonctionne avec des acteurs privés que sont Google, Instagram, Facebook, vous les connaissez, Twitter et les autres. D'ailleurs, je crois que Twitter, un des fondateurs de Twitter a presque regretté d'avoir créé un certain monstre que Twitter est devenu. Je corrige juste ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 13 millions de Français
qui sont mal à l'aise avec le numérique et 18% qui sont en zone de déploiement prioritaire. Axel, peut-être tu veux réagir sur… Ouais, alors moi sur la fracture numérique, je pense qu'il faut vraiment séparer ceux qui n'ont pas accès. Et là, ils ne sont pas 13 millions, hein, ceux qui n'ont pas du tout accès. Hein. Ils sont beaucoup moins. Je ne dis pas qu'ils ont un bon accès. Et là-dessus, malheureusement, nous, souvent dans nos consultations massives, par exemple sur le climat, on a eu 540 000 personnes qui ont répondu à une question. On complète notre dispositif par un numéro vert ou quelque chose que tout le monde a. La réalité, c'est que personne n'utilise. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement une communion de mauvaises nouvelles entre l'équipement, le niveau social, l'envie de s'engager, et c'est pour ça qu'il faut traiter particulièrement ces gens-là de façon extrêmement prioritaire. Parce que le numéro vert est indiqué sur le site internet aussi. Non, pas du tout. On a des relais physiques, etc. Mais in fine, imaginez que vous n'ayez qu'un téléphone qui n'est pas un smartphone et que vous ayez 80 ans, c'est pas votre sujet, le sujet dont on va parler. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est pas tant un problème parce que finalement, la représentativité parfaite, on a une règle, c'est les élections, c'est là où il faut être absolument parfait. Nous, on assure une représentativité sur tous les groupes d'âge, à leur bonne part, toutes les géographies à la bonne part, les genres. On ne fait pas tellement plus. Hein. Après, les gens sont intéressés ou pas pour le sujet. On n'est pas décisionnaire dans nos propos. On construit collectivement avec les gens qui ont envie de construire. Donc ça, c'est pour un petit peu pour atténuer le côté fracture numérique qui est un problème. Le vrai problème de la fracture numérique, il ne touche pas les gens en zone blanche. Il est que tous autour de la table, si on veut faire un service public et qu'on n'est pas dans les 80% des cas où tout se passe bien, on est tous paumés. La réalité, je veux dire, même les digital natives, ils sont paumés pareil parce qu'on n'a pas le bon document à un moment donné. Le problème de la fracture numérique, c'est les 20% des cas où on n'est pas mainstream par rapport à… Voilà, ça c'est vraiment ça le sujet. L'État agit un peu sur le sujet quand même. Il y a un ministère de la transformation. Il agit beaucoup, mais néanmoins… Amélie de Montchalin, si vous voulez venir. Non, mais Amélie ou même Cédric, enfin bref, ils agissent, hein, il n'y a pas de sujet. Je reviens sur ce que tu as dit. Une manière de raconter Make-More, hein, nous, on a en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un écosystème qui permet de faire collaborer des dizaines de millions de personnes avec des parties prenantes pour arriver à des projets concrets, réalistes et légitimes. C'est ça notre métier. Donc on a des plateformes de consultation, mais c'est à ça qu'on sert. Une des manières de raconter pourquoi on existe, c'est de dire des disparitions des corps intermédiaires où finalement va se construire le débat. Il se construit de plus en plus, sans qu'on le décide, sur des plateformes non souveraines et qui ne sont pas faites pour ça. Et aujourd'hui, effectivement, c'est catastrophique de penser que le débat a lieu sur ces plateformes. Elles sont juste pas faites pour ça, elles sont optimisées pour d'autres critères que la qualité du débat. Et donc nous, on a vraiment essayé de construire des plateformes dont la vocation soit effectivement la qualité du débat, la légitimité, la représentativité. Chaque idée a autant de chances d'émerger, chaque personne a autant de chances de poser une idée, et à la fin, on arrive à des résultats concrets. Donc oui, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'il y a urgence de créer des alternatives, parce que la tendance du vent, et c'est un des problèmes de la démocratie, c'est que peu à peu, puisqu'il y a une crise de confiance par rapport au circuit normal de décision et de discussion, tout se concentre sur ces médias qui sont, je ne sais pas si on peut appeler ça des médias d'ailleurs, qui sont manipulables et manipulés. Pas tellement par Jack Dorsey, un petit peu, je suis d'accord avec toi sur Trump, mais parce que c'est des règles marketing et donc… oui, donc ils appuient sur les bons leviers. Et donc on peut pas en tirer une quelconque légitimité. Mais alors, si je peux juste poser un contre-argument sur ce sujet et pour tous les deux, je suis complètement d'accord sur le problème et pour Trump et sur d'autres sujets des réseaux sociaux. La question que je pose, c'est aussi, est-ce que les plateformes de débat beaucoup plus qualitatives intéresseraient finalement malheureusement moins de monde qui se retrouvent à débattre parce qu'ils sont à la base sur ces plateformes avant d'être des gens qui recherchent le débat et la construction démocratique. Et que faire de ces citoyens-là si jamais eux ne seraient pas intéressés par un débat plus profond ou plus qualitatif? Est-ce qu'ils n'auraient pas aussi leur droit de parole? Je reprends parce que j'adore ta question, vraiment, c'est fabuleux. En fait, ce qu'on a essayé de faire, là c'est vraiment… Le problème que tu évoques, c'est celui qu'on a essayé de craquer, d'accord? Et on s'est dit, si on veut faire collaborer 10 millions de personnes
avec des parties prenantes pour arriver à des trucs concrets, légitimes, etc. Le plus gros problème, c'est les 10 millions. Oui. C'est ça le plus gros problème. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? On avait des plateformes de débat, mais sur lesquelles il fallait passer une demi-journée pour y aller. Donc nous, ce qu'on a inventé, c'est un mode de consultation qui est pensé de A à Z pour être le plus le plus simple possible, qui nécessite un engagement léger et suffisamment léger pour qu'on puisse avoir les gens juste intéressés qui vont passer 5 minutes à faire cette première marche. Et ça permet d'avoir la part d'estomac, l'estomac du pays, l'estomac de la communauté. Mais en revanche, ça résout. C'est pas en passant 5 minutes, même multiplié par 500 000 personnes, que ça suffit. Après, il y a une forme de concertation où on travaille en profondeur sur l'agenda de la part d'estomac pour arriver vraiment à avoir la part des choses. Mais vous avez au moins effectivement une assise beaucoup plus grande grâce à mais si on fait la deuxième partie, ben c'est un peu ce que je disais sur la Convention citoyenne. On a des gens, alors là encore moins légitimes, on a les juges suspects qui représentent des groupes d'intérêt, qui discutent entre eux des discussions qu'ils ont eues 2000 fois. Et jusque-là, la démocratie participative, c'était un peu ça. Oui. D'accord ? Dans une ville, on parlait de 0,1% des gens qui participaient sur un budget participatif. 0,1%. Donc nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de dire comment on passe de 0,1% à 20%. Là, maintenant, on arrive sur des villes à avoir 20% des gens, c'est-à-dire 40% des votants, qui participent, qui s'engagent. Alors, certains très légèrement, mais du coup, il y a une acculturation. Certains en profondeur. Et au total, tu as une vraie légitimité du système. Et c'était ça le problème. Et c'est pour ça que tu avais d'un côté Facebook qui faisait du reach, mais en gros, c'était n'importe quoi en termes de significativité. Beaucoup d'anonymat, donc aussi voilà. de la Et haine. puis à l'autre côté, des gens super motivés qui travaillaient en profondeur, mais alors aucune légitimité parce que c'était eux qui parlaient à eux. En fait, on est obligé en démocratie d'aller chercher tout le monde. Sinon, on n'est plus démocratique. On est quoi, une oligarchie ou démocratie censitaire. Ou une démocratie censitaire. On revient au système censitaire. Donc, on y est quasiment revenu avec des taux d'abstention colossaux. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je rappelle 50% d'abstention au moins aux 3 dernières élections législatives 2017, européennes 2019 et municipales 2020, ouais. Et plus de 72% d'abstention chez les 18-34 ans aux dernières élections municipales. Ouais. Et du coup, jusqu'à présent, les municipales, par exemple, étaient un peu épargnées parce qu'on disait le maire, c'est la figure politique épargnée, les gens considèrent que connaissent leur maire. Et ben voilà, ça change, c'est faux, c'est faux. Il y a d'ailleurs une étude Cevipof, je pense, qui a montré que quand on posait la question « Est-ce que vous connaissez le nom de votre maire ?» Il n'y a plus qu'une personne sur deux, alors qu'on est à 80% dans les années 80, c'est ce qui figure dans le manifeste. Bravo, exactement. Donc on ne sait plus, enfin il n'y a plus qu'une personne sur deux qui connaît le nom de son maire. Ça prouve bien que le lien démocratique s'est distendu, y compris sur le plan social. Donc on est toujours obligé d'aller les chercher, mais je pense que les gens ont envie de participer, les gens ont envie d'exprimer leur point de vue. Sauf que le point de vue, il faut le nourrir. C'est-à-dire sinon, on se lance des invectives. La qualité du débat sur les réseaux sociaux, elle est très pauvre. C'est souvent des invectives avec des gens qui se cachent derrière un pseudo. Hein. Donc, il faut toujours comprendre qui est derrière la société à laquelle on s'adresse. J'entends l'entreprise à laquelle on s'adresse. Quand on est sur Google, il faut juste avoir en tête que Google, c'est une agence de publicité. Point barre. Voilà. Et ça fonctionne comme une agence de publicité. On aime, on n'aime pas, peu importe. Le but de Facebook, Google, c'est de récupérer un maximum de données. Pour récupérer un maximum de données, il faut scotcher les gens sur leur infrastructure, parce qu'au fur et à mesure de la navigation, on récupère des données. Et après, c'est ça qu'on vend. Hein. Donc, et c'est Facebook, Google et les autres qui ont aspiré le marché publicitaire, qui autrefois était fléché sur les médias. Et les médias vivaient avec 2 jambes, la vente au numéro ou par abonnement et la publicité. Hein. Et donc, les médias ont perdu à peu près 50% de leur chiffre d'affaires publicitaire, puisqu'il n'y en a quasiment plus, il n'y a plus que des miettes. Voilà. Donc, nous, avec Médiacité, on a la prétention de ne pas être une agence de pub. Et le contrat de lecture, il est clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pub. Voilà. On n'a qu'une seule ressource de revenus, c'est les abonnements. Hein. Donc ça paraît incroyable, parce que la plupart de l'information est gratuite. Ben non, nous on dit que ça a de la valeur, parce qu'on sait
combien on sue, on sait le temps, on sait la compétence qui est nécessaire pour sortir des enquêtes et des infos et des scoops. Okay, donc le contrat de lecture, il est clair, indépendance absolue, on n'est pas une agence de pub, on est un média avec des journalistes compétents. Voilà. Et donc on fait des cadeaux à chaque fois qu'on sort une info. Pour moi, c'est un cadeau que je fais aux citoyens. C'est-à-dire que je lui offre, je lève le voile sur une réalité qu'il ne soupçonnait pas. Et donc, en ce sens, c'est un cadeau parce qu'il sort plus intelligent. Mon but, c'est de rendre les gens plus intelligents. Voilà. Et je carbure que à ça. Et on carbure qu'à ça. Et donc, les journalistes ne doivent être guidés que par ça. Et pas parasités par autre chose. Donc, le modèle économique qu'on a construit, c'est l'indépendance absolue. On n'a aucune contrainte, que ce soit par la pub, par les annonces légales et judiciaires, par des partenariats ou je ne sais quoi. On est propriétaire de la majorité du capital et on essaye d'avancer comme ça et on essaye de rétablir une confiance qui a totalement été érodée aux yeux du public parce que la cote d'amour des journalistes, elle est catastrophique. Hein. Donc c'est un travail à rebours et c'est un travail fondamental pour organiser du débat public qui est le socle de la démocratie. Et moi, je préfère que les gens viennent chez Mediacité plutôt qu'ils aillent sur Twitter, Facebook, Instagram et les autres, où ils passent énormément de temps à faire autre chose que s'informer, déjà. Hein. Il y a une étude récente qui montre que sur le temps passé sur Internet, il y a 3% qui est consacré à l'information. Le reste, c'est du divertissement, des jeux, etc., des vidéos sympas. Hein. Autant que le porno. Autant que le porno. Ouais. Autant que le porno. Et 3%, il reste 3%, 3 petits pourcents pour l'info. Et encore, l'info, il faut qu'elle soit pure, entre guillemets, au sens qu'elle ne soit pas biaisée par des intérêts publicitaires. Elle n'est jamais pure à 100%. C'est pour ça qu'il faut multiplier ses sources d'approvisionnement d'informations et pas lire que Mediacité, mais lire le maximum de journaux, y compris les journaux auxquels on n'est pas forcément attaché, c'est-à-dire les journaux de bord plutôt opposés, hein, pour challenger son point de vue. Et ça nécessite un minimum d'efforts. Et là où c'est compliqué, c'est que la démocratie suppose un minimum d'efforts. Or, on est dans une société où on n'aime pas faire des efforts. Personne, tout le monde est paresseux. Hein, tout le monde est paresseux. Donc, se concentrer pour lire un article, une enquête technique qui dévoile un truc, ben, il faut un minimum d'être concentré, il faut un minimum de temps, accorder du temps à ça. Et moi, c'est vrai, je dis souvent, Mediacité, on doit rivaliser avec Candy Crush. Candy Crush, c'est les fameux jeux où il faut aligner les petites boules de couleurs, des fruits de couleur, d'accord? Et puis c'est addict, quoi. On est addict à ça, parce qu'on veut franchir des records. Et je me dis, mais on doit se battre avec ça, parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et moi, ce que je veux, c'est prélever 10 minutes de temps de lecture par semaine et par ville. Enfin bref, donc très peu, mais je dois les capter par rapport à une autre affectation du temps sur Candy Crush et les autres choses. Et ça, c'est un combat énorme, le combat de l'attention, capter l'attention pour venir nourrir le cerveau. Hein, voilà. Patrick Lelay, l'ancien président de TF1, a été connu pour dire une infamité lors d'une interview. Il disait, moi, mon boulot, c'est de capter du temps de cerveau humain disponible pour vendre de la pub Coca-Cola. D'accord? Et ben moi, je veux capter du temps de cerveau humain disponible pour instruire. Je rebondis là-dessus. Effectivement, j'entendais une conférence d'Idriss Aberkan, qui est un chercheur qui parle beaucoup de biomimétisme, également de sujets de crypto-monnaie, etc. Bref, qui disait qu'effectivement, aujourd'hui, la monnaie, c'était ce qu'il appelle l'AT, c'est l'attention, c'est-à-dire son degré d'attention fois son temps. Bon, bref. Il y a un sujet fondamental que vous avez évoqué tous les deux, qui est celui du modèle économique. L'argent, c'est au cœur de la démocratie. C'est au cœur de la démocratie déjà parce que il y a des questions de financement, des partis et des campagnes électorales, d'utilisation des deniers publics par les élus locaux. Ça fait figure beaucoup dans le manifeste de Mediacité, des questions de formation. Il faut payer des formations aux candidats, aux citoyens. Et puis, l'argent, c'est ce qui cristallise des tensions. C'est la défiance envers des entreprises, Civic Tech, d'où vient l'argent, comment est-ce qu'on fait pour se rémunérer sur la démocratie, et puis également sur les médias, qui les finance, etc. Il y a un vrai enjeu autour de ça et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, que vous nous disiez comment est-ce que vous contournez, alors Jacques tu l'as déjà fait un petit peu, mais comment est-ce que vous contournez les travers, comment est-ce que vous conciliez démocratie et business?
En fait, comme tu disais, la démocratie a un prix. C'est-à-dire que quand on regarde au budget de l'État, je regarde juste la chose publique et le poids d'organiser des élections, oui, on veut que les élections se passent bien et il faut qu'il y ait le bon nombre d'isoloirs, il faut qu'il y ait un système qui soit propre, etc. Donc oui, la démocratie a un prix. Donc la question n'est pas le fait que opérer une démocratie soit gratuite ou pas gratuite, la question c'est qui l'opère. Est-ce que la personne qui l'opère le fait dans des conditions qui sont non biaisées par rapport à l'objectif souhaité? Donc, en l'occurrence, quand on travaille pour les institutions européennes, pour les États, pour les villes, pour les régions, déjà il y a des processus d'appel d'offres énormes qui sont mis en place. Et puis ensuite, les États nous choisissent et puis on fait des États généraux ou un grand débat ou une consultation. Mais en fait, dans ce lien avec l'État, il n'y a pas tellement d'exigences. Il n'y a pas suffisamment d'exigences sur la protection de la data, sur les algorithmes. Quand je parlais de consultations qui ont été menées, où il y a 10 000 personnes qui répondent, et ces 10 000 personnes représentent tous un groupe d'intérêt, c'est inadmissible. C'est inadmissible que l'État puisse dire « Ah, les citoyens pensent ça à partir de ça ». Donc la problématique éthique, il est plus porté par les acteurs eux-mêmes. Donc nous, la manière dont on a résolu le sujet, la manière dont on a adressé, parce que c'est quasiment une clé de survie. Si à un moment on n'était pas éthique, on pourrait peut-être être opportuniste à un petit moment, mais on n'y arriverait pas. Donc on a construit d'abord une charte éthique assez très précise, fait plusieurs pages qu'on a bien détaillées, avec des choses sur la transparence des données, des choses bien évidemment sur l'indépendance économique de l'entreprise, la neutralité, comment on prouve notre neutralité, et puis par exemple avec des trucs tout simples. On ne travaille jamais pour des candidats. On ne travaille jamais pour des partis politiques. Ça fait partie de notre système. Et puis enfin, évidemment, on est open source, open data. Voilà, des critères très exigeants, bien au-delà de la GRPD, etc., puisqu'on est en train de parler de ce qui est notre socle. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, mon éthique. C'est comment est-ce que tu prouves que tu suis cette éthique? Et donc c'est là où on a été un peu élaboré. On a construit un conseil éthique avec des utilisateurs tirés au sort. Et ce conseil éthique, il a le droit de vie ou de mort sur la société. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il va revoir tout ce qui s'est passé dans la société, il va émettre un rapport public qu'on publie tous les 3 mois sur le degré de cohérence qu'on a par rapport à la charte éthique. Il valide la totalité des opérations qu'on fait, il valide les algorithmes qu'on utilise, il valide absolument tout, et il est le représentant externe de la manière dont on fonctionne. Il valide les actionnaires qu'on a. Je ne peux pas avoir un actionnaire. Donc et donc j'ai réussi à expliquer à mes actionnaires, le président du conseil éthique est membre statutaire du board, et j'étais obligé d'expliquer à mes actionnaires que cet abandon de souveraineté sur un truc énorme, tu ne peux pas vendre ton titre à n'importe qui, était en fait un cristallisateur de la valeur de l'entreprise. Donc nous, la voie qu'on a construite, c'est cette représentation externe de notre éthique qui détermine tout ce qu'on fait, et on a parfois l'État, les institutions publiques qui nous demandent des opérations qu'on ne fait pas parce que le conseil éthique ne veut pas qu'on les fasse. C'est 5 personnes, je crois, 2 personnes tirées au sort et 3... Et 3 membres qualifiés qui tournent tous les 2 ans et qui, avec un processus de sélection qui les rend indépendants de qui on est. On a Cynthia Fleury, Anne-Claire Pache et Mathieu Dardet. Juste pour rebondir, moi, à mon sens, travailler pour un parti politique ou pour un candidat n'est pas forcément discriminatoire, dans le sens où il y a des startups civic tech, des entreprises qui agissent pour la démocratie, qui peuvent travailler avec un candidat, mais peuvent travailler avec un candidat du camp opposé également aussi. Pour moi, c'est plus des civic tech. Ce qu'on appelle des poltech, c'est plus des civic tech. Enfin, ça, c'est un débat, un truc. Mais... Disons que sur l'organisation de campagne électorale, sur des... À partir du moment où ton métier, c'est de faire en sorte qu'un candidat gagne, parce que c'est ça, dans ce cas-là, ce que tu veux faire, ça veut dire que tu ne peux pas dire que ton sujet, c'est l'intérêt du citoyen, ton sujet, c'est l'intérêt du candidat. Il y en a qui ont travaillé avec François Fillon et avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, en 2017. Ah, mais ce n'est pas parce que tu travailles avec deux que, dans la manière dont tu vas opérer ton métier, tu es payé pour créer les conditions pour que lui gagne. Pour moi, ce n'est pas des civic tech. Il en faut, hein, les LMP qui travaillent sur... C'est autre chose.
Mais si tu travailles pour un candidat, tu n'es pas une civic tech. Ce que je trouve passionnant dans ce que dit Axel, c'est qu'il a travaillé ce qu'on appelle sa gouvernance. C'est-à-dire il a refondu des règles, il a recréé des règles pour assurer un maximum de démocratie. Ce travail-là, il est en cours aussi au niveau de la presse. C'est-à-dire qu'il y a une grande réflexion pour savoir qui doit porter une activité éditoriale. Est-ce que c'est une société classique, une société anonyme? Est-ce que ça doit être une fondation? Vous savez sans doute que, par exemple, Mediapart a été le premier à basculer vers un fonds de dotation. Donc, il n'y a plus d'actionnaires proprement parlé de Mediapart, puisque les actionnaires ont vendu leur part à un fonds qui est incessible et qui a pour but de préserver l'activité de Mediapart, mais aussi de la presse libre. C'est le Fonds pour la presse libre. Oui, de la désindividualiser, on va dire, en termes d'actionnariat. Voilà, exactement. Donc ce mouvement-là commence à s'amorcer. Au monde, il y a une réflexion également pour transférer la part des actionnaires vers une fondation, c'est en cours. Libération s'est fait dans des conditions moins nettes que ce qu'a fait Mediapart. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, vous comprenez bien qu'il y a une réflexion sur les statuts. Les statuts pour apporter plus de transparence, plus de stabilité et quelque part éviter toute distorsion avec des raisonnements, on va dire, capitalistes classiques. Ces raisonnements, ils peuvent se doubler au niveau de la démocratie en tant que telle. C'est pas pour rien que lors de Nuit debout, le mouvement Nuit debout, lors des Gilets jaunes, on a pris à bras-le-corps des enjeux institutionnels, c'est-à-dire la constituante, c'est-à-dire redéfinir la Constitution, donc les bases, les règles du vivre ensemble. Hein. C'est pas pour rien que on a imaginé le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire de nouveaux outils qui viennent nourrir la démocratie. Hein. Et donc Julia Cagé, qui a beaucoup réfléchi sur le statut des entreprises de presse, mais aussi sur le fonctionnement ou les dysfonctionnements démocratiques. Une économiste, professeure à Sciences Po également. Pardon, excusez-moi, oui, donc a réfléchi notamment au prix de la démocratie. Hein. C'est le titre d'un de ses ouvrages. Elle parle de plutocratie, c'est-à-dire une démocratie qui est entre les mains des riches. Hein. On parlait de démocratie censitaire. Natacha Polony qui questionne aussi le fait qu'on soit encore en démocratie dans son nouveau bouquin. Voilà, parce que pour faire fonctionner une démocratie, il y a besoin de moyens. Qui paye la démocratie aujourd'hui? Donc il y a une part de financement public, mais il y a aussi une part de financement privé. Mais ce financement privé bénéficie de déductions fiscales. Mais pour avoir des déductions fiscales, il faut payer des impôts. Donc en gros, il n'y a que les gens riches qui peuvent financer ou participer au financement d'élus. Hein. Donc vous comprenez bien qu'il y a des biais et qu'il faut tout revisiter. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de transparence sur qui a donné à tel candidat. De la même façon qu'il n'y a pas de raison qu'on n'exige pas de tout représentant du peuple de la transparence sur les cadeaux qu'il aurait pu recevoir de tel ou tel lobby. Hein. Donc il y a énormément de mesures qui devraient permettre de revisiter de fond en comble la démocratie. Et donc il faut aller beaucoup plus loin que les budgets participatifs, par exemple, ou que des initiatives de pétition locales qui émergent de ci, de là. C'est vraiment revisiter de fond en comble la démocratie pour que tout le monde se sente partie prenante et tout le monde ait quelque chose à dire et à participer. On arrive, je crois, au bout de cette table ronde. On pourrait évidemment disserter encore longuement, mais on a déjà... Moi, je pose une question, peut-être avec une réponse rapide pour conclure. C'est quelle est aujourd'hui, selon vous, la plus grande menace à vos yeux envers la démocratie? La plus grande menace, c'est qu'on ne débat plus, mais qu'on se bat. Voilà. Et qu'on parle par invective. Voilà. Et la plus grande menace, c'est le populisme. C'est-à-dire, le populisme, c'est un camp contre camp. Et la démocratie, c'est l'art du consensus. Et c'est la délibération qui aboutit au consensus. On a la même fiancée, on a la même conclusion. Moi, je pense que le débat public, les arguments politiques et le débat médiatique se nourrit des clivages. Parce que c'est plus efficace, parce qu'on a une professionnalisation du rapport à l'audience, hein, et qu'on sait qu'un article qui met en place un clash marche plus qu'un article qui raconte que les gens sont d'accord, et qu'un candidat sait qu'en disant bah voilà, moi là-dessus, il aura plus d'audience, et il aura plus d'impact et d'adhésion que s'il essaye d'être dans ce qu'on appelle
le courage de la nuance ou le courage du consensus. Et donc, tout le sujet, c'est de dire que tous les sujets qui nous traversent, même les plus difficiles comme l'immigration, on a des bases communes. On a des sujets sur lesquels on est tous d'accord. Peut-être que ces sujets ne sont pas en haut de la pile, mais il faut commencer par là. Et donc, c'est priorité au consensus et les clivages vont se régler tranquillement. Sur cette note de conclusion, merci à tous les deux d'avoir participé. Merci à Valorant également de m'avoir secondé. J'espère que cette table ronde vous a intéressé. Relayez-la autour de vous si c'est le cas. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, évidemment, informez-vous sur Mediacité, exprimez-vous sur make.org et suivez le crayon parce qu'on est là pour la démocratie, entre autres. Ciao. Ciao. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance, en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que ce que vous avez fait en termes de qualité de débat était mieux que 95% de ce que j'ai fait. Mieux que Clubhouse.